Hello, hello my friends, this is Priscille. Donc toujours en direct des États-Unis. Alors je vais continuer ma petite description de mon voyage avec notre troisième journée qui a été dédiée à la visite de deux très grandes écoles que sont donc Harvard et le MIT. Donc on avait décalé notre visite en attendant parce qu'on devait avoir de la neige mercredi et donc on s'est dit voilà ça va pas être top, on a fait les musées à la place. Et puis finalement la neige elle est arrivée jeudi, donc nous sommes partis sous la neige qui a commencé évidemment genre à 8h du matin. Nous sommes partis donc visiter Harvard. Donc en métro, parce qu'on peut y aller à pied, c'est pas hyper loin du centre, mais bon voilà, sous la neige c'est quand même beaucoup moins drôle. Alors c'était pas de la grosse neige, ça tenait pas trop, mais c'était pas de la neige très très agréable quand même. C'était voilà. Et nous sommes allés donc directement au musée d'histoire naturelle, donc qui se trouve donc dans l'enceinte de Harvard. Et on nous avait recommandé ce musée, notamment parce qu'il y a des fleurs en verre. Alors c'est un spectacle absolument fantastique. Si vous êtes amis avec moi sur Facebook, vous avez dû voir passer les photos. Donc ce sont des fleurs qui ont été faites pour former les élèves en botanique. Ça a été fait à la fin du 19e et début du 20e siècle par deux artistes tchèques du nom de Léopold et Rudolf Blaschka. Donc ils étaient donc tchèques. Donc c'était le père et le fils. Donc ils avaient déjà fait des poissons très très ressemblants que l'on voit aussi dans le musée. Et puis ils ont décroché un contrat d'une dizaine d'années pour faire des plantes. Donc on voit à chaque fois la plante, la fleur telle qu'elle est dans la nature. Et puis ils ont fait tout un tas de petites, j'aurais dit peut-être des petites maquettes, on va dire, des coupes en tout cas, du pistil, des pétales, mais grossis de très nombreuses fois, 10, 20, 30, 40, 50 fois en fonction des plantes. Donc tout ça c'est fait en verre peint ou en verre teinté dans la masse en fonction de... Au début c'était peint et ensuite ils ont carrément teinté le verre. C'est incroyable de réalisme, on a vraiment l'impression que ce sont des vraies fleurs et c'est vraiment mais absolument fabuleux quoi. Les feuilles, les pétales, on a l'impression qu'elles sont quasiment transparentes, il y a des espèces de dégradés de couleurs à l'intérieur, c'est fabuleux. Et donc, ils se sont inspirés, parce qu'ils ne sont pas botanistes à la base, ces deux artistes, ils se sont inspirés des livres de l'époque, donc fin 19e, début 20e, de botanique, où on retrouverait donc le dessin des plantes et puis les coupes des différentes parties des plantes. Donc, ils se sont inspirés de ces livres de botanique pour pouvoir faire donc ces magnifiques, voilà, c'est des œuvres d'art. Et on a au milieu du musée une petite reconstitution de leur atelier. Et quand on voit la tête de l'atelier, on se demande comment ils ont vraiment pu faire des choses aussi belles. Parce que c'est d'un archaïsme qui nous paraît incroyable pour pouvoir faire des choses aussi superbes. Donc voilà, c'était vraiment un grand, grand moment dans le musée d'histoire naturelle. Alors on a fait tout le musée, donc là on avait toute une chose sur les microbes, sur les animaux de la mer, les animaux d'Afrique, d'Asie, des papillons, des oiseaux, des dinosaures, enfin je vous en passe, et des meilleurs, le changement de climat, etc., etc. Et de ce musée-là, on entre dans un autre musée qui s'appelle le musée Peabody, où là, c'est un petit peu différent. On nous parle beaucoup, en fait, des natifs américains, donc du Nord ou central, les Indiens, les Nazca, enfin voilà. C'est complètement différent, mais c'était aussi très très sympa à voir un peu comment vivaient ces populations, comment elles se sont développées, leur habitat, leur culture, voilà. Donc ça, c'était la première partie de notre journée.
Vraiment très intéressant. Ensuite, on a souhaité faire un tour guidé du campus de Harvard. Alors, il tombait, là, cette fois, il neigeait plus, mais il tombait des cordes, puis une eau bien froide. Hein. Et malheureusement, quand on a déjà mis beaucoup de temps pour trouver l'endroit où se partait le tour. C'était pas super clair. Il y avait très peu de panneaux sur le campus de Harvard. Il n'y avait vraiment pas de panneaux. C'est très complexe de se repérer dans cet immense campus. On a fini par trouver. Malheureusement, le tour suivant partait genre 1h30 après. Et là, il pleuvait des cordes. On n'avait vraiment pas le cœur à attendre. Donc, on a fait un petit tour comme ça avec un plan qu'on a trouvé et sans beaucoup d'explications, malheureusement. Pas beaucoup de photos non plus parce que franchement, le temps ne s'y prêtait absolument pas. Et puis, donc, de là, nous sommes partis au MIT. Qui donc se trouve vraiment pas loin. Hein. C'est 2 stations de métro à pied, ça fait même pas 1 kilomètre. Et puis donc là, au MIT, eh bien, on a fait là aussi un tour autonome. Hein. J'avais un grand plan. Là par contre, beaucoup d'explications, puisque le plan qu'on nous fournit, il y a énormément d'explications. Donc c'est une école donc, qui a ouvert bien après Harvard, hein, parce que Harvard a été fondé en 1636. Donc si on se souvient que les premiers puritains sont arrivés en 1630, donc 6 ans après, monsieur Harvard a créé l'école. Donc là, le MIT, lui, par contre, c'est beaucoup plus tard, puisqu'il a été fondé en 1861 par un monsieur qui s'appelait William Barton Rogers. Et lui, donc, il voulait créer un établissement qui soit un peu indépendant du système éducatif habituel, qui était vraiment basé beaucoup sur la théorie, et qui voulait surtout que cette école soit très tournée vers les sciences et la technologie qui avançaient déjà très très vite en cette fin du XIXe siècle. Et surtout, il croyait fermement que les compétences professionnelles seraient largement développées et déployées si on pouvait mixer l'enseignement avec la recherche et se pouvoir appliquer donc cet enseignement à des vrais problèmes du monde. Voilà. Donc une démarche à laquelle moi j'adhère beaucoup. C'est pour ça que je vous disais dans l'épisode précédent que cette école me tient particulièrement à cœur par cette démarche qui n'est pas que de l'enseignement théorique et des cours magistraux, mais qui fait la part belle donc à la recherche, à l'expérimentation. Et donc c'est ce qu'on voit vraiment quand on parcourt le campus du MIT. Alors c'est beaucoup plus petit, hein, puisqu'il y a, je crois, 11 000 étudiants ou quelque chose comme ça. C'est déjà très gros. Hein. Et puis le style est complètement différent puisque c'est beaucoup plus moderne. Le MIT avant était vraiment basé dans le centre de Boston, et puis il a été déménagé au XXe siècle. Je ne me souviens plus exactement quand, 1920 ou 1915, enfin, dans ces eaux-là. Et puis donc il y a eu tout un tas de bâtiments qui ont été créés essentiellement par des architectes très connus. Donc c'est assez... Il y a des choses un peu futuristes, d'autres futuristes mais d'il y a longtemps. Enfin voilà, il y a un peu tous les styles. C'est assez curieux comme bâtiment. Et quand on fait le tour du MIT, donc on rentre dans les bâtiments, donc on voit les salles de classe, on voit les salles des profs, les lieux où les élèves travaillent, des laboratoires. Enfin, c'est vraiment extrêmement intéressant, très studieux, une atmosphère extrêmement studieuse. Voilà. Et alors moi, cette école, elle m'a fait toujours rêver. Tout d'abord parce que dans mon domaine professionnel, donc la supply chain et la logistique, le MIT a été une des premières écoles à créer un master en supply chain et en logistique. Moi, je suis dans un métier où, pendant longtemps, en France en tout cas, il n'y avait aucune école. Et l'apprentissage se faisait de bouche à oreille. Voilà, on rentrait dans une entreprise, on rentrait dans un service logistique et on apprenait sur le tas parce qu'il n'y avait vraiment pas d'école. J'ai moi-même intégré une école qui a été créée par donc un partenariat entre des universitaires
et des professionnels qui ont créé une école parce qu'il n'y en avait pas, mais qui malheureusement à l'époque en tout cas s'arrêtait au niveau bac plus 3, on n'avait pas grand-chose après. Et donc nous à l'école on nous parlait du MIT, si on voulait poursuivre nos études, le MIT, oui c'est très très bien. Sauf qu'une année au MIT, alors je me souviens plus combien c'était en francs à l'époque, parce que je suis très ancienne. Enfin, je peux vous dire qu'aujourd'hui, le MIT, le master en supply chain, donc la dernière année, juste une année, il faut compter 100 000 dollars. C'est, je crois, 65 000 dollars pour la partie cours uniquement, plus ensuite il faut se loger, etc., sur place. Donc il faut compter une petite enveloppe de 100 000 dollars, c'est une paille, n'est-ce pas? Donc bref, donc c'est quelque chose qui m'a toujours fait rêver et j'ai eu la chance, en tout cas, de suivre des cours via la plateforme EDX, comme vous connaissez peut-être, edX, puisque le MIT et donc le département supply chain ont été parmi les premiers à créer des mini-cours. Plusieurs modules, donc moi j'en ai fait 3, il y en a 5, et ce sont des modules que l'on peut payer une petite inscription, c'est pas très cher, mais qui vous donne quand même un petit certificat. C'est quelque chose de super ardu, enfin en tout cas pour moi, puisque c'est des modules qui durent 12 semaines. Il faut compter entre 15 et 20 heures de travail personnel par semaine. Et sachant qu'à l'issue de chaque semaine, on a un examen à faire qui est noté et qu'à l'issue donc, des 12 semaines, la moyenne, si on a au-dessus de 60, je crois que c'est 5%, on passe, on a le grade, sinon on a échoué. Et donc j'ai fait les 2 premiers avec succès. J'ai échoué au dernier pour 1 point, ça m'a miné un peu le moral. Et c'était, donc le niveau devenait de plus en plus élevé, et surtout le mode de présentation et d'examen a changé. Puisqu'auparavant donc on avait nos cours, on les faisait, donc ils étaient en ligne pendant 10 jours. Pendant 10 jours on pouvait les suivre. À l'issue des 10 jours, il fallait absolument faire l'examen et passer. Et l'examen, on pouvait mettre le temps qu'on voulait pour le faire, puisque bon, c'est pas, on a un petit certificat, je dirais, mais c'est pas avec ça qu'on va décrocher un nouveau boulot ou prétendre à quelque chose de fantastique en termes de diplôme. Et donc moi ça m'allait très très bien parce que déjà caler 20 heures dans mon emploi du temps surchargé, c'était pas quelque chose de super simple, surtout qu'il y a énormément de maths et moi et les maths on fait 2. Donc tant que t'es des stats et des machins et trucs à peu près simples entre guillemets, je m'en sortais. Mais on arrivait par moments dans des trucs, oh là mon Dieu, parce qu'en plus du coup de suivre les cours, j'étais obligée de faire aussi des cours de maths à côté, donc ça devenait très très compliqué. Mais bref, je m'en sortais plus ou moins, et pour préparer donc l'examen, ce que je faisais, c'est que j'imprimais tout l'examen, et tous les midis, je me fixais donc une demi-heure pour travailler mon examen. Et donc, une fois que j'avais tout préparé mon brouillon, hop, j'allais sur le site, je téléchargeais, je saisissais toutes mes réponses, et puis j'avais tout de suite ma note. Donc voilà, j'arrivais bon an, mal an, même si c'était extrêmement tendu et que je prévenais mes amis qu'ils allaient plus me voir sur Facebook, que je ne sortais plus, que je ne faisais plus rien pendant 12 semaines, parce que c'était absolument impossible à caler, de faire autre chose en tout cas, enfin voilà, c'était jouable. Et puis quand est arrivé le 3e module, là, le MIT a décidé d'innover et de créer un micro-master. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont créé, donc ils ont étendu, c'était 3 modules au départ, maintenant il y en a 5. Et donc, il y a la possibilité pour ceux qui le souhaitent, donc de suivre les 5 modules, et en fonction, donc il faut avoir les notes qui vont bien, et à la fin des 5 modules, de passer un examen en ligne, et s'ils ont du succès au dernier examen, eh bien là, ils sont éligibles à venir au MIT. Et au lieu de faire une année complète de master qui coûte très très cher, ils peuvent ne faire que 6 mois. Et donc c'est vrai que vu le montant de la note, ça la permet quand même de la réduire considérablement. Donc voilà. Mais du coup, pour que ces formations en ligne aient valeur, qui soient quand même relativement équitables en termes d'organisation, notamment la partie examen,
par rapport à des élèves qui sont sur le campus toute l'année, le mode de fonctionnement a changé. Donc déjà, les cours n'étaient moins longtemps en ligne, donc il fallait travailler de façon beaucoup plus intense tous les jours. Et l'examen, une fois qu'on l'entame, on a un certain nombre d'heures pour le finir, on ne peut pas commencer, l'arrêter comme moi je faisais, pour que ça cale avec mon agenda. Là, on commence et puis le compteur se déclenche et puis si c'est 2 heures, au bout de 2 heures, clic, ce qui est fait, le reste c'est 0. Et puis parfois c'est 4 heures parce que c'est vraiment des examens très lourds. Et donc du coup quand j'ai fait le 3e module, je suis rentrée moi dans cette phase où donc j'avais des temps fixes avec un chronomètre. Et c'est arrivé en même temps que je venais commencer mon nouveau boulot. Évidemment, tout arrive en même temps. Et là, entre mes horaires de fou, mes déplacements, les bouchons, etc., j'étais crevée le week-end. Et quand il fallait que je bloque 4 heures un samedi ou un dimanche, où j'étais déjà sur les rotules pour faire mon examen, ça a été un vrai drame. D'autant plus que je suis rentrée dans une période où j'avais des migraines absolument tout le temps pendant les week-ends, des migraines de décompensation. Et je vous prie de croire que faire des mathématiques ou réfléchir sur des régressions et des modèles mathématiques assez compliqués quand vous avez une migraine qui vous vrille la tête, c'est pas simple. Et donc je me suis accrochée comme j'ai pu pour aller jusqu'au bout, mais malheureusement, voilà, j'ai échoué d'un point. Bon. Ce n'est que partie remise. Là, je viens de recevoir une petite publicité pour refaire un des modules qui commence au mois d'avril. Donc, je me tâte. Oui, peut-être, ou non, peut-être, parce que 20 heures à caler par semaine pendant 12 semaines, ça va quand même être un petit peu rock'n'roll. Enfin bon, bref. Tout ça pour vous dire que, voilà, le MIT est cher à mon cœur, et je vous explique donc un petit peu ma vie. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. En tout cas, on est allé ensuite au musée du MIT. J'ai mis quelques photos d'ailleurs que j'ai dédicacées à mon ami Matt, qui est très en colère avec les histoires de Facebook. Voilà, alors moi je vous donnerai dans un autre épisode mon avis sur les histoires de Facebook. Mais comme beaucoup le disent, je pense qu'il faut garder à l'esprit que tout ce qu'on met sur Internet est public, quoi qu'on fasse, qu'il y aura toujours une fuite, toujours un truc, toujours un machin dans un coin. Et que, voilà, c'est pas quitter Facebook, à mon avis, quand on est en colère, qui va changer les choses. C'est où on quitte Internet, point, complètement, où on l'utilise, et puis, on vit avec. Hein, on vit avec, et on s'attend à tout, et surtout au pire. Voilà, bon, moi c'est mon approche, voilà. En tout cas, donc au MIT, au musée, donc il y avait tout un tas d'inventions, hein, c'était bien les robots, les machins, les trucs sur l'intelligence artificielle, enfin, c'était vraiment top. C'est pas très très grand, hein, on le fait en 3/4 d'heure, 1 heure. Et puis il y avait un certain nombre de choses sur le big data. Et puis c'était très clair, hein, il y avait des textes peints au mur, donc pareil, je les ai postés sur mon mur Facebook, je les mettrai peut-être sur Twitter si j'y pense, où là on nous explique que nous sommes les données, voilà. Et surtout quand un service est gratuit, hein, on le sait très bien, quand on nous offre un service gratuit, il n'y a pas de choses gratuites dans ce bas monde. Donc c'est que forcément il y a une contrepartie, et la contrepartie c'est nous, c'est nos usages, c'est nos habitudes, nos achats, nos ceci, nos cela. Voilà. Et donc là c'était très flagrant, donc voilà, je l'avais dédicacé à Matt, et parce que c'était très... il y a une espèce de serendipité, serendipité, je ne sais pas comment on le dit en français. En tout cas, c'était très concomitant en termes de choses, d'événements. Et oui, effectivement, nous sommes les data, et les entreprises achètent très cher nos data. Et on est espionné de partout, quoi qu'on fasse. Donc c'est où on vit avec, et on vit avec Internet, où on vit hors d'Internet. Et puis on essaye de continuer à vivre sans Internet, parce que maintenant quand même ça devient très très compliqué. Bon, j'arrête cet épisode sur le MIT et sur donc Harvard. Et puis je vous fais un prochain épisode sur la suite de nos aventures. Bye bye à tous, ciao.